Lula Ala Ilunga. Oui, exact, Ilunga, oui. Bonjour. Bonjour, Batacharia. Comment ça va? Je vais bien, oui, pas de problème. Ouais. C'était cet été et quand même, malgré la pluie, finalement, on se retrouve sous le soleil. Oui, exactement, parce qu'on ne savait pas si nous étions en été ou pas. Parce qu'il pleuvait en plein été, il faisait froid en plein été. Bon, et le soleil est revenu, tant mieux alors. Donc on est en août 2023. On est en août 2023, le 14 août 2023 aujourd'hui. Le Covid est maintenant, c'est du passé. Hein. C'est du passé, mais apparemment, il y a une nouvelle variante beaucoup plus résistante qui est sortie, ce qu'on dit. Donc on a décidé de se retrouver aujourd'hui. J'ai envie de connaître un peu ton parcours de vie, Ouais. parce que tu viens de loin. Ouais. Je viens de l'Afrique centrale principalement, la République démocratique du Congo. Et là, aujourd'hui, tu es Alain, tu es traducteur, interprète. Oui, je suis traducteur, un métier noble, et oui. tu es écrivain, et puis comment on peut te présenter? Tu te présentes toi-même? Oui, bon, si je voulais me présenter, sur ce que je fais, je suis interprète et traducteur. Dans les langues de l'Afrique centrale, il y en a 3, les Lingala, les Swahili et les Chiluba. Ce sont celles que je maîtrise le mieux. Voilà. Il y a une autre qui est Congo, je la maîtrise qu'à 50%. Voilà, c'est ça. Comment se fait-il que tu parles les 3 langues? C'était comment? C'est dès ta naissance, dès ton enfance? Comment on devient polyglotte en Afrique? D'accord. D'abord, moi-même, je ne sais pas quelle est la langue que j'ai parlé la première. Parce que je suis né dans une région où on parle Swahili. J'étais tout petit. Bon, mes parents entre eux parlaient Chiluba, comme nous sommes du Kasaï. Bon, je crois j'ai entendu peut-être des mots Chiluba, mais avec mes amis, je parlais Swahili en grandissant. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le Swahili en même temps que le Chiluba. Mais le Swahili, je l'ai mieux maîtrisé durant mon enfance que le Chiluba. Parce que quand je suis arrivé dans la province du Kasaï, à Luluabour à cette époque, qu'on appelle aujourd'hui Kananga, je pensais parler le Chiluba correctement, mais je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'exprimer avec les gens que je rencontrais, qui étaient des gens de la famille, proches ou éloignés. Mais ton lieu de naissance, c'était où? Je suis né à Uvira, à l'est de la République du Congo, où presque toutes les guerres démarrent, à la frontière avec le Burundi. Et papa, j'étais petit, papa a émigré. Il est allé à Bukavu, où il a eu un emploi, à l'OCA, c'est une office de cité africaine, comme on l'appelait. Et c'est là où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, et je crois même la plus belle, parce que c'est une région merveilleuse, le Kivu. Je ne peux pas savoir, c'est très beau, la température est douce, tout pousse là-bas, de ton côté, légumes, fruits, c'est une région très très bien. Voilà. Alors, arrivé à Luluabour, Kananga, je suis allé poursuivre mes études secondaires à Kinshasa. Mais vous étiez à la campagne? Non. Après avoir quitté Uvira, nous sommes allés à Bukavu. C'est une ville. C'est le chef-lieu de la province du Kivu. Il n'y en avait qu'une seule à cette époque. Et en 1960, à l'indépendance, nous sommes allés à Luluabour, Kananga aujourd'hui. Et là, j'y ai fait mes études, une partie de mes études primaires et secondaires, et je suis allé les poursuivre à Kinshasa. À Kinshasa, on ne parle que lingala, en grande partie. Alors j'étais obligé d'apprendre le lingala que je connaissais déjà à travers les chansons déjà, comme j'aime la musique. Voilà, c'est ça. Et puis tu te retrouves à l'école avec des amis qui ne parlaient que... à Kinshasa, la plupart de mes collègues ne parlaient que lingala dans la cour de récré. Et on me critiquait même, on dit, mais ceux-là ne parlent que français. Mais ils ne savaient pas que je ne parlais pas lingala. Ils pensaient que je parlais français tout moment pour faire plaisir. Je ne parlais pas lingala. Alors, je me suis retrouvé avec des gens qui parlaient lingala et français. Et j'ai appris le lingala. Et après, j'ai terminé mes études secondaires là-bas. J'ai eu mon diplôme d'état qu'on appelle bac, en latin philo. Voilà. Et je suis allé à l'université. Et j'ai fait les sciences éco d'abord, pendant 3 ans.
Donc en fait, vous étiez tous francophones Ouais, en République. dès la période scolaire, les études scolaires. Oui. Et le moyen d'éducation, c'était le français. Vous savez, nous avons 5 langues. Le français, qui est la langue administrative et qui est parlée, mettons, et écrite. Quand on veut communiquer avec les autorités, avec qui, c'est toujours en français. Et c'est la langue de l'école aussi. À l'école, on n'enseignait qu'en français. Bien sûr, il y a eu des cours d'anglais, hein, mais c'était comme langue subsidiaire. Et c'est comme ça que tous nous parlions français. Dans presque toute l'Afrique centrale, excepté les pays comme l'Angola, la Zambie, un peu, quel pays encore? La Tanzanie. La Tanzanie, c'est un pays de l'Est, il n'est pas vraiment central. Nous parlons que français. C'est la langue qui est parlée. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, le Cameroun. Voilà, c'est le français. Donc tu es à l'école, vous parlez plusieurs langues, vous êtes dans une ambiance, une atmosphère urbaine, on va dire, une petite ville. Et c'était en quelle année? Ça dépend, je sais pas, l'école primaire, secondaire ou universitaire? Mais quand tu À parlais l'école de... primaire, oui, nous parlions dans la cour de récré, comme j'étais dans une école, j'aurais des photos à montrer, dans une école, on appelle la télé royale, qui était plus belge, c'est-à-dire il y avait presque 2 ou 3% d'Africains, de Noirs, et bon, les autres n'étaient que de Belges, parce que c'était au Congo belge. Avec mes collègues belges, nous parlions français. Avec mes collègues congolais, nous parlions swahili. C'était en quelle année? Bon, je me rappelle, c'était en 59, 60, 61, jusqu'en 60, j'ai quitté le Kivu pour aller à Kananga. Et à Kananga, c'était le français avec le professeur, mais entre nous, nous parlions Tshuluba. Pendant la récré, hein, quand nous étions entre nous. Mais à l'école, là, il y avait beaucoup de Belges ou c'est plus les À Français? Louabourg, il n'y a pas eu, parce que c'était l'époque de l'indépendance, beaucoup de Belges sont rentrés en Belgique. On a eu 2 ou 3 petits, mettons, des enfants d'autre âge belges qui étaient encore là-bas au Congo. Voilà, avec eux, nous parlions français. Qu'est-ce que tu te rappelles de les dernières années ou ces derniers moments de la colonisation ou le début de la décolonisation? Tu as des souvenirs marquants? Pas grand-chose. J'étais tout petit. Attends, j'avais quel âge? 6 ans, 7 ans. Pas grand-chose. Je me rappelle une fois, je suis allé avec mon oncle assister dans une réunion de Congolais qui réclamaient l'indépendance. Je ne comprenais rien. J'avais accompagné mon oncle, j'étais assis à côté de lui. La seule phrase qui me revient, c'est quand on a dit que ce sont les enfants qui sont, mettons, le fer de lance de la liberté, pas nous. Ils ont dit en Swahili, Watoto ni huru. Voilà, c'est ça qui me revient en tête. Et puis il y a eu des périodes troubles, il y a eu des guerres, mais moi-même, je n'ai pas vécu dans ces guerres. Quand j'arrivais à Louabourg, la guerre qu'il y avait entre les Balouba, entre eux, était déjà finie. Voilà. La guerre civile. Une guerre civile, on a opposé dans la même tribu. De la même tribu, on les a opposés entre eux. Voilà. Elle était déjà finie. C'était des Balouba. En leur faisant croire que non, vous n'êtes pas Balouba, vous êtes Louloua. Les Balouba, c'est les autres. Et ils se sont entretués bêtement. Et il y a de mauvais souvenirs qui sont restés jusqu'à ces jours. Et à partir de là, toi, tu commences ta vie, Ouais, ouais. tes études, ton parcours. Qu'est-ce que tu rêvais de faire? C'était comment ça se passait? Tu arrives dans l'autre ville. À Louloabo. Là, tu avances. À Louloabo, j'étais un peu perturbé par le dépaysement. J'aimais beaucoup Bukavu, qu'une fois arrivé à Louloabo, j'étais déstabilisé. Je n'ai pas été le seul, c'est maintenant que je remarque que même papa était déstabilisé parce qu'il avait changé de comportement aussi. Moi, j'étais devenu très turbulent. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas vivre à Louabourg, je voulais rentrer à Bukavu où je trouvais que nous vivions mieux. Je suis un homme qui m'attache non seulement aux endroits, mais même aux amis. Quand j'ai de bons amis, je les garde des années et des années. J'ai des amis de
30 ans, de 50 ans, jusqu'à ces jours, 60 ans. Oui, jusqu'à ces jours. Alors, déstabilisé, ma scolarité a pris un coup. J'ai moins bien travaillé. Bon, j'étais considéré comme un élève moyen et turbulent. Voilà, moyen et turbulent. Après, je suis allé dans une école de frères, à Mikalaï. Et là, moi j'étais protestant, ils étaient catholiques. On nous indiquait, voilà ça, les protestants, on nous pointait l'indexation des protestants. Ça m'a complexé un peu. Et puis j'ai quitté cette école. Il y avait tu veux dire, une sorte de discrimination, une sorte de séparation identitaire? Non, mais on nous faisait sentir, parce que quand on arrivait dans cette école, quand on y passait 2 années, on devenait catholique, obligatoirement. Même quand on était protestant. Qu'on le veuille ou pas, c'était la loi. L'Église catholique a eu une très grande influence au Congo à l'époque coloniale jusqu'après l'indépendance. Alors on obligeait tous ceux qui restaient 2 ans devaient devenir catholiques. Parce que le matin, à 5h30, nous nous levions pour prendre une douche rapide. Et puis à 6h, nous allions à la chapelle pour prier. Sortis de la chapelle, on allait manger, prendre le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on prenait nos cahiers et on se mettait à étudier jusqu'au moment d'entrer en classe. Et cette conversion était, on va dire, automatique? Oui, elle était automatique. 2 ans après, il fallait devenir catholique. Tu avais le choix ou alors non, tu n'avais pas le choix. Première année, on te laisse comme protestant ou d'une autre religion. Il n'y avait que les protestants. Les catholiques, peut-être les athées. Mais les athées devenaient automatiquement, à la première année, devenaient catholiques. Mais les protestants, on les laissait une année. Mais la seconde année, on devait les baptiser et leur donner la première communion. Devenir catholiques. Des athées, des enfants athées qui athées, étaient de parents qui étaient athées. Oui, oui. Et qui se revendiquaient athées, qui disaient qu'ils étaient athées. Non, ils ne se revendiquaient pas athées, au fait. Hein. Les parents ne les avaient pas baptisés. Dans une des églises qui existaient, il n'y en avait que 2. D'accord. L'église catholique et protestante. Okay. Et puis après, comment là, tu fais le bac? Non, là c'était seulement l'école primaire. Après, j'ai quitté l'école de frères, je suis revenu dans une école laïque, comme on les appelait. J'ai terminé, j'ai eu mon certificat d'école primaire. J'ai pris l'école secondaire. Après l'école secondaire, le collège. Après le collège, je suis venu à Kinshasa. Mais j'avais déjà pris mon baptême parce que tout mon entourage était catholique. Tous mes copains étaient catholiques. Alors je me sentais un peu mal à l'aise dans ce milieu. Alors je me suis fait baptiser catholique contre la volonté de mon père. Mon père ne voulait pas que je devienne catholique. Mais il m'a laissé faire parce qu'il a vu que c'est ce que je voulais. Il m'a dit, bon, vas-y. Mais j'ai vu qu'il n'était pas content. Une fois à Kinshasa, dans cette ville effervescente, on va dire, c'est bouillonnante. Comment tu te retrouves? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Tu ne connaissais pas. C'était la première fois que j'arrivais à Kinshasa. Je n'avais jamais mis le pied, mais tout le monde voulait arriver à Kinshasa. C'était la capitale. Et on disait toujours de bien de Kinshasa. Il y avait de grands bâtiments, de routes, tout ça. Et je suis arrivé par bateau. D'abord, j'ai pris le train jusqu'à Ilebo, Port Franqui à cette époque. Et après, j'ai pris un bateau jusqu'à Kinshasa. J'étais content d'arriver dans cette ville. Pourquoi? C'était la capitale. Quand vous êtes dans la capitale, il faut être content. Les gens qui venaient de la capitale étaient mieux vus dans les provinces que l'inverse. Donc c'est presque un statut. C'est un statut pour... Quand on va à Kinshasa, ce n'est pas un statut, mais quand on revient dans la province, on a déjà un statut. On est mieux respecté, mieux considéré. Alors, j'ai pris mes études là-bas au sérieux et j'ai étudié dans la section littéraire jusqu'à obtenir mon diplôme d'État, ça veut dire le baccalauréat. J'ai fait de nouvelles connaissances, des amis, je devais m'améliorer mon lingala et je l'ai fait. C'est ma sœur qui m'a amené à Kinshasa. Ma sœur vivait à Kinshasa avec son mari et ses enfants. Alors, je suis allé à Kinshasa avec elle, j'ai vécu chez elle à la maison. J'allais à l'école aller-retour à pied. Bon, c'était pas tellement loin, mais c'était quand même une bonne trotte. Bon, j'étais là pour mes études, j'ai fait mes études et j'ai terminé à l'école primaire.
Je ne les ai pas terminés chez ma soeur parce que mon oncle paternel, quand il était avec ça, il est venu me chercher. J'ai vécu avec lui. Et j'ai eu mon diplôme chez mon oncle et je suis entré à l'université. J'ai d'abord chômé une année. Je n'ai pas pu me faire inscrire à l'université. J'ai chômé une année et après je suis allé à l'université. Tu as beaucoup bougé en fait durant tes années scolaires, même depuis vous vous êtes déplacé à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'est beaucoup parce que de Bukavu, Luluabourg, Kananga, ça va être Luluabourg, Kinshasa. Kinshasa, après je suis allé à Brazzaville où j'ai repris mes études. J'ai tout repris en faisant la biologie. Voilà, après la biologie, et puis quelques années, j'ai passé plusieurs années à Kinshasa. Bon, quand on est à Kinshasa, c'est comme si on est à Brazzaville, parce que ce n'est qu'un petit fleuve, on traverse 15 minutes, on est de l'autre côté. On vivait en même temps à Kinshasa et à Brazzaville, et quand j'ai terminé à Brazzaville, sur ma licence, je suis venu en France pour poursuivre mes études. Donc c'était assez fluide. Pas Il n'y a fluide. pas eu de... Non, non, c'était pas facile parce que l'inscription n'a pas été... Parce que quand j'ai terminé ma licence, j'ai chômé pendant 2 ou 3 ans. Donc c'était pas fluide. Pendant ce temps, j'ai travaillé au Centre culturel français. On m'a pris comme ça, sans être déclaré, mais je travaillais pour survivre. Là, je vivais déjà seul, chez moi. C'est la première fois que j'ai vécu chez moi. Et, et puis tu décides de venir, il fallait venir en France, il fallait venir en Europe, enfin c'est un projet, c'est un... Pour réussir, pour continuer, il fallait que tu viennes en France, en Europe en tout cas. C'était un peu comme ça ou Bon, je voulais bien avoir mon doctorat, mais à Brazzaville, il n'y avait pas... on ne pouvait pas avoir son doctorat à Brazzaville. Tous les étudiants du Congo-Brazzaville, ou tous ceux qui étaient à Brazzaville, pour avoir les doctorats, ils devaient venir en France. C'est comme ça que j'ai pu avoir la chance de venir en France pour poursuivre mes études. Et ça n'a pas été facile d'arriver en France. Et tu arrives où en France? Je suis arrivé à Paris, j'étais logé à la cité universitaire dans le 14e. La résidence s'appelait Lucien Paris. Et mes études, je les faisais à Jussieu, en biologie, où j'ai obtenu mon diplôme de titre doctoral. Voilà, en biologie. Et le travail, tu voulais entrer dans l'enseignement? Non, non, moi je voulais rester dans la recherche. Mais ça n'a pas été facile, comme je n'avais pas la nationalité française. Je travaillais dans un laboratoire. Bon, d'abord, on ne me payait pas correctement, et puis on me disait, oui, on aurait pu vous garder, mais vous n'avez pas la nationalité française, parce que la loi nous dit, si nous vous gardons plus de 6 mois, nous devons vous donner un CDI. Mais ce n'est pas possible. Comme vous n'avez pas la nationalité française pour travailler, alors j'ai travaillé dans des hôpitaux. Pompidou, il venait d'être créé, j'ai travaillé là-bas, à Cochin, à Robert Debré, dans les laboratoires toujours, mais c'était de CDI et CDD. Et aujourd'hui, des fois, tu te dis que tu veux retourner dans ce village dont tu parlais, La ville, Bukavu. Bukavu, où tu n'as pas été. Ouais, j'aimerais aller faire un tour là-bas, ça me ferait plaisir. Revoir mon enfance, parce que le plus beau souvenir de ma vie, c'était mon enfance. Ce n'est pas l'âge adulte. Je me suis bien amusé, j'étais très content d'être en vie quand j'étais enfant. Qu'adulte, on commence à rencontrer beaucoup de problèmes. Parce que là-bas, on s'est laissé vivre, à cette époque. Tu te rappelles de quoi? Qu'est-ce qui te fait, quand tu as des blues ici, ou tu as un problème des fois, tu penses à cette enfance en Afrique, Bon, tu te vois avec tes amis, jouer. Exact, oui. Je vois comment nous jouons avec les enfants de mon âge. Hein. Et le climat de ce coin était magnifique. Il y avait ces montagnes. Malheureusement, je n'aimais pas les montagnes à cette époque. C'est maintenant que j'ai compris que c'est beau. Il y avait de montagnes et je voyais des corbeaux passer à tout moment.
C'était une autre ambiance, je ne sais pas comment te la décrire, mais c'était une ambiance qui me plaisait. Le jeu avec des enfants de notre âge, ça me plaisait beaucoup. Et l'écriture en français, tu écris en français, et on parle beaucoup de la littérature francophone, de la francophonie. T'en penses quoi? Tu écris naturellement la francophonie. Est-ce que c'est une invention? C'est un domaine qu'on a créé séparément qui a été créé par des académiciens européens ou c'était plus un domaine qui existait, qui devrait exister naturellement? Quand on fait la différence, la littérature francophone, forcément, c'est pas de la littérature française. Comment tu définis cette séparation ou une ligne de démarcation? Bon, la littérature française, on parle de la littérature française avec tout ce qui est écrit en français. Que ce soit des Asiatiques qui racontent ce qui s'est passé en Asie, que ce soit des Américains, que ce soit des Africains. Bon, francophones parce que ce sont des Africains, par exemple, un exemple, mais qui écrivent des problèmes de leur continent, mais en français, qui racontent. On a eu par exemple Amadou en Pateba, il y a eu Cheikh Hamidou Kane, il y a eu, comment il s'appelle, le Sénégalais, oh ben, le nom me reviendra, celui qui a écrit Le Mandat, Sembène Ousmane. Bah, il y a des gens comme Soli Laboutansi, Dongala, tout ça, mais ils écrivent en français, mais de faits qui se passent chez eux. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est francophone, parce que c'est écrit en français. Mais la littérature française, c'est des Français qui racontent des histoires de leur pays. C'est comme ça que moi je vois la différence. Bon, la francophonie, moi je trouve que c'est une création politique. Vous savez, j'ai interrogé une fois un professeur français à Brazzaville. Là, je travaillais dans la reprographie, au service secret français. Il est venu imprimer, à cette époque, c'est avec des stencils. Il est venu imprimer ses publications. Mais c'était écrit en anglais. Alors je savais bien qu'il y avait une lutte entre l'anglais et le français. Je lui ai dit, mais comment vous, un français, vous publiez vos recherches en anglais? Il m'a dit, si vous publiez en français, personne ne va les lire. Alors j'ai compris. Alors la francophonie s'est créée un peu pour rivaliser l'anglais. Et en même temps, il y a des dessous politiques. Ça, il ne faut pas se le cacher. Quand je te dis, tu commenceras. Tu peux commencer. Voilà. Bon, voilà. Ici, c'est un curé qui répond à un agent de l'administration belge, un blanc, qui était là, à qui il est allé reprocher d'avoir cassé la décision, le jugement du roi. Il lui dit, Monsieur Kubo, Monsieur Lenners, sachez que si nous voulons bien remplir nos missions respectives auprès de ce peuple, c'est-à-dire le peuple rwandais, vous, la colonisation et nous, vous, la colonisation et nous, la christianisation du continent africain, nous devons d'abord commencer par respecter l'ordre que nous avons trouvé sur ces continents. Ainsi, nous nous acquitterons de nos tâches respectives avec moins de problèmes. Sinon, attendons-nous à rencontrer des écueils fréquents sur nos parcours respectifs. Vous voyez, comme quand ils arrivaient, ils disaient non, les bonnes lois, ce sont les nôtres, le bon jugement, sont les nôtres, le jugement des Africains ne compte pas. Alors ça, c'est un prêtre belge qui essaie de faire comprendre à l'autre que nous devons aussi respecter l'autre que nous avons trouvé ici. Nous ne devons pas tout chambouler, sinon nous aurons des problèmes. Comment tu vois l'avenir de cette littérature, ces ouvrages en français? Est-ce que ça se développe, les gens en Afrique, je veux dire, ou au Congo en particulier? Les gens, ils s'expriment, que ce soit en Europe
où en Afrique, il y a un mouvement vraiment littéraire? Il est beaucoup plus grand. Parce que les premiers qui ont écrit à l'aube de l'indépendance étaient peu nombreux. C'est pour ça que toutes leurs œuvres étaient publiées. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui ont du mal à se faire publier. Mais à l'époque, c'était en quelle période dont tu parles Des années 60 et dans les années 60. Dans les années 60. Et donc aujourd'hui, ceux qui écrivent, il y en a beaucoup qui écrivent, ils ne trouvent pas de maison d'édition. Ils ne trouvent pas de personnes pour les aider à publier. Même en Afrique, les maisons d'édition? Surtout, il n'y a pas de... Je suis allé au Congo il y a 2 ans. Je ne sais pas, il doit y avoir 1 ou 2 maisons d'édition, il n'y en a pas beaucoup. Les gens lisent, ils aiment lire, puisqu'il y en a beaucoup qui écrivent. Ou les gens ne lisent pas? Non, les gens lisent, surtout les étudiants. Surtout les étudiants parce qu'ils doivent préparer leur thèse, leur mémoire, ou quand ils apprennent qu'il y a un bon roman qui est sorti de tel ou tel, ils le lisent. Les gens lisent. Il y a une grande progression des lecteurs en Afrique. Mais on ne va pas investir dans les maisons d'édition? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça je ne peux pas savoir. Il y a aussi un fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter de romans. Ils préfèrent s'acheter de quoi manger qu'aller acheter un roman. Bien que le roman se garde beaucoup plus longtemps. Comment tu vois l'avenir de l'Afrique, du Congo, ou même les diasporas? Dans quel domaine? Dans tous les domaines, social, politique. Est-ce qu'on va... On progresse? Tu es optimiste? Tu es pessimiste? Ou tu dis que ça marche, ça roule, que la vie continue? Moi, je suis optimiste. Parce que la nouvelle génération qui est arrivée, elle a constaté beaucoup d'erreurs qui ont été faites par les dirigeants politiques d'antan, qui étaient rattachés aux métropoles. Et ils veulent s'en débarrasser. Parce que regardez l'Afrique. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas du tout. Pourquoi? Parce que les richesses de l'Afrique, 80% au moins, sont prises par les Occidentaux. Et le reste, le 20%, 10%, c'est le président et son entourage qui c'est le partage, et peut-être 5% qu'on investit, qui ne peuvent rien produire de 5% parce que ce n'est pas suffisant. Mais la nouvelle génération, avec tout ce qui vient de se passer dans le pays du Sahel, là, je crois que c'est un départ et je souhaite que ça continue, que les autres prennent conscience aussi de ce fait, savoir que les richesses de l'Afrique doivent d'abord profiter aux Africains. Et quel message tu as envie de laisser ou d'envoyer à des jeunes gens qui se trouvent aujourd'hui, par exemple, dans ton école, dans les établissements que tu as fréquentés au Congo, à l'université? Qu'est-ce que, après ton long parcours académique et puis professionnel, tu es en France, depuis la France, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, je leur dis seulement persévérer. C'est dans la persévérance qu'on obtient un résultat positif. Et qu'ils persévèrent dans les études, dans les recherches, parce que l'Afrique découvre aussi beaucoup de choses, bien qu'on n'en parle pas. Ils peuvent même repartir aux sources, voir comment, par exemple, dans le domaine médical, les plantes médicinales utilisées par leurs ancêtres, et essayer de développer avec des techniques modernes. Et l'Afrique ne s'en sortira que par elle-même. Les Africains ne peuvent pas compter sur des Européens, les Américains, les Russes, les Asiatiques. Non. Eux-mêmes peuvent s'en sortir s'ils se mettent d'accord et qu'ils évitent des conflits complètement inutiles, régionaux, tribaux.